Dialogue Paris-Prague, c'est le podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et dédié à des personnalités au parcours entre Tchéquie et France. Présentation Anna Kubišta. Quand elle était petite, Denisa Kalshova voyait une carrière toute tracée dans la danse classique. La vie en a décidé autrement, mais la musique classique ne l'a jamais quittée. Elle l'a retrouvée via le métier qu'elle exerce aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, un métier dédié à la transmission, mais par la voix et les notes de musique. Denisa Kalshova, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous n'êtes pas totalement dépaysée, évidemment, en vous retrouvant devant un microphone, puisque vous êtes une collègue de radio, vous travaillez en effet depuis une dizaine d'années à France Musique. Vous animez une émission qui est intitulée Allegretto et vous avez officié avant cela sur Radio Classique. Alors, que représente ce média, la radio, dans votre vie et quel est votre rapport au son ? Oh là 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 là. Bon, alors, j'ai l'impression que je vais toujours raconter la même chose, mais c'est parce que ça n'a pas changé. C'est-à-dire, la radio est née dans ma tête, sous la couette, dans mon lit, dans ma chambre, à Prague, quand j'avais à peu près 14-15 ans, et on écoutait avec mon frère, dans notre chambre, on écoutait La Voix d'Amérique. Voilà, Tady hlas Ameriky. On a écouté donc tous les soirs. C'était la diffusion de 9h. Normalement, on devait déjà dormir. Enfin, de 9h à 10h. Donc, on écoutait La Voix d'Amérique sous la couette. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'entends vraiment, sans vous raconter des histoires, il m'arrive d'entendre de temps en temps la voix de Ivan Medek. Dans votre tête ? Oui. Tady hlas Ameriky, Ivan Medek. Vysílání hlas Ameriky. La Voix d'Amérique, la radio, c'était la liberté. Après, la vie, elle est quand même incroyable. Parce qu'un peu, totalement en fait par hasard, j'ai rencontré à Prague quelqu'un qui allait lancer Europe 2 à Prague. Un peu par hasard, qui m'a proposé de travailler avec lui. On peut quand même dire qui c'est. C'est Michel Fleischmann. C'est Michel Fleischmann qui est devenu l'ambassadeur tchèque à Paris depuis déjà 2 ans, je crois. Et c'est lui que j'ai rencontré un peu par hasard à Prague. J'avais 22 ans, 23 ans. Et puis il m'a dit, toi, tu peux pas travailler avec moi pour lancer Europe 2. Et puis je crois que je fais partie de ses premiers employés, si on peut parler des employés. Voilà. Donc j'étais à la naissance d'Europe 2 à Prague, Evropa 2, Praha. Vous parliez d'Ivan Medek, cette voix donc de Voice of America, de la voix de l'Amérique. Est-ce que pour vous, c'est un maître en radio ou est-ce que vous en avez d'autres aussi ? Pour moi, c'est vraiment un maître. Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň. Ça, j'y pense très souvent. Vienne, voilà, Vienne. C'était quelque chose de très, très important. C'était vraiment sa façon de prendre le micro, d'être là, immédiatement, de nous mettre un peu dans l'actualité et dans la vérité. Pour moi, c'était un miracle. Après, il y avait une autre voix d'un monsieur que je n'ai jamais rencontré, malheureusement, j'aurais bien voulu le rencontrer, qui s'appelait Karel Starý et qui dirigeait donc le bureau qui s'appelait donc à l'époque Zahraničních zpravodajů. Je crois que ça s'appelait Carnet des envoyés spéciaux. À l'époque, c'était Zahraniční zpravodaj, voilà. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que Karel Starý, il était à Paris, en France, à l'époque où j'avais 18 ans, 20 ans, on écoutait la radio tout le temps chez ma grand-mère et quand c'était Zápisník zahraničních zpravodajů, ça s'appelait comme ça, Zápisník zahraničních zpravodajů, ça veut dire le carnet des envoyés spéciaux. Et il y avait à chaque fois Karel Starý. Karel Starý, pour moi, c'était la France. Il racontait ce qui se passait en France. Donc ça, on parlait en effet de cette jeunesse sous la couette à écouter la radio, le son, se projeter quelque part ailleurs via le son en fait. Mais dans cette autre vie aussi, avant celle de la radio, pour vous dans votre quotidien, vous avez été aussi danseuse. C'était d'abord ça qui vous attirait et est-ce que c'était une vie finalement où le corps était un moyen d'expression pour vous ? Oui, je pense que c'était un moyen d'expression. Vous savez, à l'époque, on se posait pas beaucoup de questions. Ma grand-mère chantait dans un chœur qui s'appelait Halahol. Et
comme elle me gardait mercredi après-midi, pour se débarrasser un tout petit peu de moi, elle allait chanter, elle me déposait dans les cours de danse qui étaient dans le même immeuble. Je ne sais pas si vous connaissez l'immeuble de Pražský hrad à Prague. Dans le même immeuble, de l'autre côté, donc il y avait les cours de danse. Donc voilà, donc j'ai atterri, j'avais que 5 ou 6 ans, au cours de danse classique. C'est comme ça que j'ai commencé, un peu par hasard. Et puis, évidemment, je suis tombée amoureuse de la danse classique. Et puis, j'ai fait les classes préparatoires du conservatoire. Et je pensais vraiment que j'allais devenir danseuse classique. Et puis, j'ai appris quand même quelque chose. Bon, j'ai appris à avoir un vrai rapport avec la musique classique, de l'écouter, de bouger avec la musique classique, de la vivre quelque part. Mais aussi d'être entourée par des instrumentistes. Parce que dans les classes préparatoires, on était dans les classes avec des guitaristes, des violoncellistes, des pianistes, et puis nous, on faisait aussi le piano. Et j'ai fait du piano et du violoncelle en plus. Donc voilà, donc j'étais partie pour avoir une vie un peu comme ça, on va dire de la balle, comme on dirait en français. Et finalement, comme j'aimais faire des sports aussi, il se trouve que j'aimais jouer au foot dans mon quartier, et j'avais un accident de genou, parce qu'il y avait un garçon qui a atterri sur mon genou. Et donc, j'ai eu un accident de genou. Et quand on a un accident de genou à 14 ans et on est dans une classe préparatoire du conservatoire de danse, c'est à peu près fini. Ça ne pardonne pas. Ça pardonne pas. Et mais bon, donc en fait, pour garder quelque chose de la danse, parce que dans tous les conservatoires du monde, je pense, toutes les danses et tous les pas sont en français. Donc tous les battements, frappés, pirouettes, cacahuètes, arabesques, tout ça, ça reste vraiment en français. Et donc au moins pour garder quelque chose de cette danse que j'ai tellement aimée, donc je voulais continuer le français. Et puis je me rappelle, ma maman, elle a trouvé enfin un lycée qui voulait bien me prendre parce que j'avais pas un niveau, on va dire, excellent. Et donc je suis rentrée au lycée Radotina, Prague 5, avec avec le russe, forcément, parce que c'était obligatoire à l'époque, mais avec la langue française. D'une certaine manière, plusieurs vies dans déjà cette courte vie de votre jeunesse à l'époque. Justement, comment est-ce que vous envisagiez votre vie à l'époque? Parce il faut quand même resituer ça, hein, on était derrière le rideau de fer quand même à cette époque-là. Les perspectives étaient quand même très limitées. On était en 80, on était 81, 82. Bon, on se posait pas des questions. Franchement, vraiment, on vivait notre vie, on était heureux, on faisait ce qu'on pouvait faire finalement. Et mon petit rêve, c'était vraiment d'être traductrice après. Continuer la danse contemporaine, parce que après j'ai continué la danse contemporaine dans un ensemble de Ivan Rabec. Je sais pas si cet ensemble existe encore, mais voilà. Et de faire des études de français, d'être interprète, traductrice, de traduire des choses qui n'ont jamais été traduites, de voyager, de toujours rester proche d'ailleurs de la langue française. Et puis finalement d'une chose finalement qui me vient à l'esprit en vous entendant parler, c'est toujours une histoire de transmission en fait. C'est transmettre quelque chose par le corps quand on est danseuse, transmettre quelque chose à d'autres quand on traduit quelque chose qui n'est pas compréhensible, audible, lisible par d'autres. Et puis la radio, de nouveau, on transmet une connaissance par la voix. Enfin, vous êtes toujours dans la transmission en fait. On était éduqués comme ça, même on va dire derrière les rideaux de fer. On était éduqués dans ma famille, mais même à l'extérieur de la famille, pour faire quelque chose qui a un sens, vraiment. Et quelque chose qui peut d'abord être utile à tout le monde, parce qu'on vit quand même dans un régime où, on va dire, le collectif passe avant l'individu. Et puis, ça nous dérangeait pas. Je pense que j'étais faite pour ça. Et puis quelque chose, je me rappelle, mon père nous disait toujours, faites quelque chose que vous pourriez faire à l'extérieur. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver dans votre vie. Donc mon frère est devenu médecin et moi, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Parce que moi, je n'étais pas un élève, on va dire, exemplaire. J'aimais tellement faire plein de choses sauf étudier. Donc c'était travailler et
faire de la musique et étudier les langues, donc étudier le français. Alors là, je vous prends au pied de la lettre, faire quelque chose à l'extérieur. Vous l'avez fait puisque finalement, après la chute du mur, après la chute du rideau de fer, vous êtes parti en France, donc à l'extérieur, littéralement. Comment vous êtes retrouvée justement en France ? Alors c'est très simple, je suis tombée amoureuse. D'ailleurs, c'est Michel Fleischmann qui m'a présenté à un ami à lui qui venait à Paris pour faire une émission de radio. Les hasards étaient écrits. Et puis donc voilà, et avec le garçon en question, on s'est mariés assez rapidement d'ailleurs, 1 an plus tard. Et au début, il était question que il reste un tout petit peu avec moi à Prague le temps que je finisse l'université Charles, parce que j'étais quand même en 3e année de la faculté des lettres. Mais bon, finalement, assez rapidement, j'ai compris que c'est pas du tout son projet de rester à Prague. Et puis on a fait mes valises et je suis arrivée à Paris au mois de juin 1991. Donc 2 ans après, 1 an et demi après la révolution de velours, quelles ont été finalement vos premières années comme ça en France ? Vous aviez déjà la maîtrise du français, mais bon, vivre... Pas du tout. Non. Un petit peu, puisque vous aviez... Si, mais vous savez, quand on peut pas voyager, apprendre la langue, c'est comme un peu comme sans y vivre. Sans le vivre, sans entendre le français des Français, sans pouvoir voyager, parce que je suis allée en France seulement 1 fois ou 2, vaguement avant, mais très rapidement. Donc quand vous apprenez une langue sans pouvoir y aller, sans pouvoir parler avec des Français, c'était très difficile. Et puis bon, on va dire, on savait mieux parler on savait mieux l'imparfait de subjonctif, mais on ne savait pas du tout, parler. Et même à la radio, j'avais du mal à comprendre la vitesse à la façon de parler, et surtout ce français qui est toujours plein de références à quelque chose, à l'histoire, à un article, à un jeu de mots, etc. Et j'étais complètement perdue. Donc c'était vraiment, je peux vous dire, mes premières années en France étaient très dures. Je ne savais pas du tout commander. Par exemple, que j'allais chez le boucher, je prenais toujours la même chose qui prenait la dame qui était avant moi. Je disais la même chose parce que c'était le plus facile. Et puis dans les dîners, je comprenais pas longtemps, je comprenais pas de quoi il s'agit. Par exemple, je me rappelle un de mes premiers dîners, on parlait de canard enchaîné. Moi, je pensais que c'était une recette. Je savais pas du tout que c'était un journal que tout le monde connaît maintenant, évidemment. Mais à l'époque, bon, je manquais complètement de connexion, des codes. Comment est-ce que justement la radio vous a-t-elle rattrapé jusqu'à Paris ? C'était long. Bon, on va sauter quelques étapes. J'ai fait plein de métiers. J'étais prof de tchèque à Berlitz. Ça, c'est mon premier boulot. C'était très intéressant parce que c'était des grands chefs d'entreprise français qui voulaient apprendre le tchèque en 3 mois. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer que ça peut être pas si facile que ça. Après, j'ai commencé à faire des sous-titres. J'ai travaillé souvent dans le milieu, on va dire, audiovisuel tchéco-français. Quand il fallait traduire un scénario, quand il fallait traduire les sous-titres, quand il fallait accompagner quelqu'un pour un tournage en Tchécoslovaquie qui est devenu entre-temps la République tchèque, j'étais là. Et au fur et à mesure, je me suis, sans vraiment le vouloir, je me suis approchée de la radio. Un jour, j'accompagnais j'ai complètement oublié son nom, mais j'ai accompagné quelqu'un dans une radio protestante, qui est d'ailleurs assez intéressante parce que c'est une radio qui partage la fréquence, la FM. Moitié, c'est une radio protestante et moitié, c'est une radio catholique. Et je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de traduire. J'ai envie de parler au micro. J'avais envie de parler moi, d'être moi. J'avais plus envie de dire et de répéter et de traduire ce qu'il dit quelqu'un d'autre. J'avais envie de parler. Finalement, peu importe de quoi, mais j'avais ce micro-là que vous tenez devant. Je trouve ça assez extraordinaire, en fait, comme la façon de parler aux autres. Alors justement, je le disais tout à l'heure en introduction, vous animez sur France Musique une émission qui s'appelle Allegretto. Quelle place accordez-vous à la musique tchèque dans votre programmation ? Elle doit être quand même là, la musique tchèque, c'est sûr.
Ah ben je me rends pas compte, il faut demander aux auditeurs, mais je pense beaucoup, parfois beaucoup trop. J'avais des auditeurs même au début qui me disaient vous êtes l'agent, pas vraiment secret parce que vous êtes à la radio, mais l'agent de la musique tchèque, parce que c'est vrai, bon je diffuse beaucoup de la musique tchèque, beaucoup de la musique de chez nous comme on dit. Donc pas seulement évidemment le trio Smetana, Dvořák, Janáček, mais aussi Martinou, les maîtres baroques, etc. Mais quelque part, je me dis que finalement, les auditeurs s'y attendent parce que d'abord, avec mon accent, avec mon nom, ils se disent bon, elle vient de là, donc voilà. Et puis, c'est pas la peine de me battre contre. C'est quelque chose qui m'a construit, quelque chose qui m'a nourri. Et ma grand-mère qui chantait toujours les airs des opérettes de Kallmann ou de Franz Lehár dans la cuisine. Et elle m'amenait souvent à l'opéra et surtout voir des ballets, évidemment. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc je ne vais pas me refaire. On parlait justement de la transmission tout à l'heure. Programmer de la musique tchèque en France, c'est un peu une façon pour vous de bâtir un pont entre vos deux cultures. Vous considérez-vous peut-être comme une sorte d'ambassadrice de la musique tchèque en France ? Évidemment, je ne attends pas les hauteurs de Michel Fleischmann, que j'embrasse d'ailleurs. Je garde un très bon souvenir, au contraire, d'avoir travaillé avec lui. Mais oui, peut-être. Oui, je me sens un peu ambassadrice, en tout cas, de la musique tchèque à Paris, en France. Oui, j'ai la chance de travailler à la radio et de programmer la musique classique sur une chaîne de la musique classique en France, sur la chaîne nationale. Donc d'abord, je suis consciente de la chance que j'ai. Puis oui, je me sens un peu, bon, c'est un peu un grand mot, mais si on va dire, s'il y avait quelque chose de sous-ambassadrice, ça serait moi. Vous disiez justement que vous ne programmez pas uniquement le trio très connu Dvořák, Smetana, Janáček. Quels sont les compositeurs ou les musiques que vous aimez faire découvrir au public français ? En fait, les maîtres baroques, Zelenka, Touma, Mysliveček. Je pense que ça c'est vraiment la période baroque donc des bohémiens que les Français connaissent pas. Bon, Zelenka maintenant de plus en plus il est de plus en plus connu grâce à Václav Flux et son ensemble Collegium. Mais voilà, ça je pense que c'est ce qui est le moins connu dans le baroque, parce qu'on connaît le baroque français, on connaît le baroque anglais. Le baroque italien, mais le baroque, on va dire, qui vient de l'Europe de l'Est, ou de la Bohème, de l'Europe centrale, on connaît un peu moins. Quand on aime la radio, on parle souvent de magie pour ce médium. Vous l'avez un petit peu d'ailleurs touché du doigt tout à l'heure un petit peu. Et dans notre monde qui est quand même ultra numérisé, numérique, quelle place, selon vous, y a-t-il pour cette radio et pour cette magie radiophonique ? C'est un beau débat. On pourrait, surtout toutes les deux, en parler très longtemps, je pense, parce qu'on aime la même chose. Moi, je pense que c'est quelque chose qui sera toujours là. D'abord parce que à la radio, elle est plus spontanée. Regardez là, j'arrive, vous sortez votre micro, j'ai pas besoin de me maquiller, on n'a pas besoin de faire un décor derrière moi, c'est quelque chose de spontané. La voix, on peut pas la maquiller non plus. Quand on ment au micro, on l'entend assez rapidement. Et puis, donc ça c'est le côté, on va dire, studio ou derrière le micro, enfin devant le micro. Et après, derrière le micro, c'est quelque chose on peut prendre le train, de faire vite un reportage, de même le monter maintenant dans le train et de le diffuser même dans une heure qui suit. Cette vitesse est incroyable et je pense que la radio, c'est quand même encore un média à qui on fait encore confiance. Vraiment, je fais confiance à la radio, même si maintenant, avec ce qui est numérique, on peut faire dire parfois aux invités ce qu'on veut parce qu'on peut couper, etc. Mais c'est quelque chose à qui je fais confiance et qui m'accompagne très souvent parce que c'est vraiment quelque chose que j'emmènerais sur une île déserte. C'est une radio et beaucoup de piles pour pouvoir écouter la radio. On pourrait en parler des heures et des heures, mais je pense que c'est quelque chose qui m'est très cher. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose, la radio, qui est très cher au cœur des Français, ça c'est sûr, mais des Tchèques aussi, via justement leur radio finalement nationale. Je parle vraiment du média public.
Ben oui, regardez, déjà, quand vous m'avez invité pour la première fois à la radio tchèque, je suis jamais allée. Je passe très souvent quand je suis à Prague devant. Mais déjà cet immeuble, l'histoire de la radio à Prague, de ce qui s'est passé en 68, politiquement, tous les régimes qui sont, c'est un outil, bon, évidemment de propagande, mais c'est aussi un dernier, on va dire presque havre de liberté, de la démocratie, c'est là où ça se passe quand il y a vraiment un problème, quand il y a par exemple un changement de régime, quand il y a un coup d'État, quand il y a quelque chose qui se passe dans le pays, mais les gens se réfugient devant les radios. Regardez, pendant les guerres, tout le monde écoutait les radios. Et puis c'est aussi la proximité, on peut vraiment parler à quelqu'un. Pour terminer tout doucement cet entretien, je vais peut-être revenir encore un petit peu sur cette dimension franco-tchèque. Vous qui êtes une passeuse justement de culture, de musique tchèque pour le coup en France, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres éléments de la culture tchèque qui mériteraient d'être davantage connus ici en France? Parce que en effet, c'est toujours un peu difficile, hein, la Bohème-Moravie, la Tchéquie, c'est un petit pays avec une très riche culture, mais c'est un petit pays. La France, c'est un pays plus important, forcément qui est beaucoup plus connu, dont la culture est beaucoup plus connue. Est-ce qu'il y a des choses qui mériteraient, selon vous, hors musique, d'être connues en France? Alors là, oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est déjà assez riche. Je pense que franchement, on va dire les échanges franco-tchèques ont toujours été assez riches. Et le lien existe. Je n'ai pas construit vraiment un pont où je suis passeuse. Les ponts existent déjà. Et il y en a des centaines et des centaines. Parce que chaque Tchèque qui vit à Paris, c'est un petit pont à lui-même, quelque part. Mais peut-être la littérature, je trouve qu'elle pourrait être un peu plus traduite. Parce que quand on va dans une librairie, ou même à la Fnac, quand on va dans le coin l'Europe de l'Est, il n'y a pas grand-chose. On pourrait traduire encore plus. On tourne toujours avec les mêmes Hrabal Kundera et Hrabal Kundera. Heureusement que Joachim Topol est là. Pour la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, mais je pense qu'on devrait traduire beaucoup plus la fiction, la poésie. Après, bon, on pourrait peut-être encore faire plus pour le cinéma tchèque. On tourne toujours avec les mêmes, c'est-à-dire avec Forman et Forman. De temps en temps les petites marguerites, mais finalement avec Chytilova, mais c'est toujours un peu la même chose. Donc on pourrait encore peut-être créer bureau du film tchèque à Paris. Moi je vote pour que dans les locaux du centre tchèque, on trouve un bureau qui s'appelle bureau du film tchèque et slovaque, pourquoi pas, à Paris, où les gens viendraient, où les cinéastes tchèques viendraient pour demander le conseil, pour comment être diffusé, etc. C'est à peu près tout. J'ose pas parler d'autres, on va dire d'autres arts, parce que moi je me concentre sur la musique classique, et puis sur le film et la littérature. Merci, Denisa Kershova. Avec grand plaisir, Anna Kubishta. Dialogue Paris-Prague est un podcast de Radio Prague International produit en collaboration avec le Centre tchèque de Paris à l'occasion des présidences européennes assurées successivement par la France et la Tchéquie en cette année 2022. Le prochain épisode sera disponible dans 15 jours.